Bonjour Raphaël. Bonjour Aurore. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e édition du JT du lycée Bagatelle. Tout de suite, les titres. Les préjugés sur les filières ont la peau dure. Les talents cachés du lycée Bagatelle. Zoom sur les élections présidentielles. Retour sur la fête des amoureux. Pour commencer, un sujet au cœur de nos conversations. Les préjugés sur les filières sont tenaces et ont un réel impact sur la motivation et l'implication des élèves. Un reportage haut en couleur de Marie et Clémence. La filière littéraire. Si je te dis la filière L, tu penses à quoi? Bizarre. Naturel, Créatif. écarteur. C'est spécial. Un peu habillés à la gitane, à la bohémienne. C'est des bons travailleurs. Des gens qui ont leur style un peu particulier. La filière scientifique. Dur. Ils sont intelligents. Des travailleurs overbookés. Prétentieux, intello, C'est des travailleurs qu'on voit jamais. ordonné, C'est difficile. Pragmatique. C'est la filière où je veux aller. Il n'y a pas plus calculateur que. Filière économique et sociale. festif, C'est ceux qui mettent le dégât. Ils travaillent pas. Ça prof sur droit, Commerce. normal. Complète. C'est moyen niveau. La filière STMG. Alors ils sont particuliers. Moins intelligent. Technologie. Tout en zen, tout tout à la cool et tout. Études courtes. gestion, Les plus intelligentes du lycée. La conseillère d'orientation du monde des clichés. Je suis Bernadette Marpiante, je suis conseillère d'orientation psychologue. Est-il vrai que lorsqu'on va dans une filière L, nous sommes très limités dans nos études futures? On n'est pas limité, hein, c'est une filière qui offre divers débouchés, du droit, de l'immobilier, de la communication, l'information, l'enseignement, les métiers de la fonction publique, le tourisme, le transport, la logistique. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. Au contraire, est-ce que lorsqu'on va en S, on est sûr de tout pouvoir faire Ça dépend pas de la filière, ça dépend de l'élève que l'on est. C'est-à-dire que si on est un bon scientifique et un bon littéraire à la fois, et qu'on a des tas d'options artistiques, par exemple, la musique, la danse ou n'importe quoi, c'est sûr que ça ouvre beaucoup de débouchés. Quel type de filière pouvons-nous préférer si nous souhaitons rester dans le commerce plus tard, après nos études? Après le bac, les formations du commerce se limitent à quelques BTS, dans le secteur industriel, dans le secteur tertiaire. Industriel plutôt du côté de Bourg-Matou, à Bourg-en-Bourguignon, et les BTS tertiaires ici au lycée Bagatelle. Les élèves qui vont être les plus à même de poursuivre dans des études de BTS, ça va être des élèves qui peuvent sortir de bac pro ou de bac technologique. Les élèves qui sortent de bac général peuvent aussi faire des études de BTS. Est-ce que vous pensez que les STMJ ont beaucoup moins de chances de réussir que les autres? Là c'est pareil, ça dépend de l'élève que l'on est, il n'y a pas de mauvaise filière. Hein. Un élève de STMG peut tout à fait réussir ses études et sa vie parce qu'il se sentira bien dans la filière dans laquelle il est et que ça lui plaira et que les débouchés sont aussi importants, notamment justement on parlait de BTS tout à l'heure, mais aussi en DUT, ça ne demande pas après un bac STMG. On peut faire des études courtes et déboucher sur la vie active rapidement, mais on peut aussi faire des études, continuer ses études après un DUT ou un BTS. On retrouve aussi des élèves, de bons élèves de STMG qui vont vers des classes préparatoires aux grandes écoles, ça on le sait moins, et notamment après pour préparer les écoles de commerce ou de gestion. Chaque jour, le lycée Bagatelle voit entrer et sortir plus de 900 élèves. Parmi eux se cachent de nombreux talents. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur 2 d'entre eux, Edwin Blackmore et Clara Berger, qui nous ont permis de les filmer dans leur vie d'artiste. Nos envoyés spéciaux ont peut-être découvert de futurs grands musiciens. Un reportage signé Chloé et Elena.
T'avais un groupe de musique avant? C'est trop valide la lumière. Alors, à quel âge as-tu commencé la musique? Alors j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans avec le piano. Donc j'ai fait 1 an, 2, 3, 4 ans de conservatoire. Et après je travaillais surtout avec mon père. C'est lui qui a pris le relais du coup. Et ensuite j'ai commencé le chant à 14 ans dans un groupe de chant. Et à 13 ans du coup. Et à 14 ans je me suis inscrite au chant lyrique au conservatoire. Penses-tu que tu vas continuer et peut-être en faire ton métier? Je suis dirigée vers une orientation artistique dans tous les cas, mais je suis pas sûre que je fasse dans le chant, pourquoi pas. Mais... C'est dans le meilleur des cas. Ouais. Et t'as un style de musique préféré? Non, j'écoute de tout, du jazz, de la pop, du lyrique, du classique, de tout. Mais lequel, t'en as pas un que tu préfères? À chanter ou à jouer? Plus la pop bien sûr parce que c'est la génération. Ouais. Du coup, oui après je suis très lyrique aussi donc c'est kiff. Merci beaucoup. Merci à vous. I wanted to play that, like would you understand my own? But even superwoman sometimes it's Superman. So help me out of this failure. Love lifts me up like helium. Your love lifts me up when I'm down, down, down. When I hit the ground, you are me. Ça va? Bien et toi? Nickel. Alors c'est quand que tu as commencé la musique? Alors j'ai commencé le violoncelle quand j'avais 7 ans dans une école de musique à Paris. Et la guitare, j'ai commencé tout seul à m'apprendre des accords. Et là, ça fait 3 ans que je suis au conservatoire. Tu fais quoi entre les deux? Je dirais la guitare électrique parce que je peux jouer des morceaux beaucoup plus modernes. Puis ça peut aller sur plus de différents styles. Tu avais un groupe de musique avant, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, du coup, il s'appelait Fire Roots. C'était un groupe de reggae, on était 4. Et c'était le frère d'une amie à moi au collège qui m'a proposé de venir jouer la guitare électrique. Du coup, on a fait quelques concerts quand même, une dizaine peut-être. On répétait tous les dimanches après-midi quand on pouvait parce que c'était difficile avec les études à côté. Et ça m'a permis de jouer avec des jeunes de mon âge. Qu'est-ce que ça t'a apporté de la musique? Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. Parce que du coup, quand on allait dans les bars, on rencontrait des gens sympas, ou même au concert, on parlait des fois avec les spectateurs. Donc c'est cool, et puis ça me permet de me détendre, si je suis énervé ou si j'ai trop de travail. Ça me permet de partager des bons moments aussi. Merci pour cette interview. Avec plaisir. Love lifts me up like helium. Your love lifts me up like helium. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 23 avril 2017. La France se prépare à choisir un nouveau président, mais sa fonction est bien connue. Une équipe de notre JT s'est rendue sur place pour interroger des personnes de tout âge. Leurs réponses seront confrontées au regard de notre spécialiste. Un reportage de Vincent, Manuel, Faustine, Lisandra et Rudy. Bonjour Monsieur Brunner, vous êtes prof d'histoire géo au lycée Bagatelle et à l'approche des élections présidentielles, nous voudrions vous interroger car il semble que vous vous connaissiez en politique et nous voudrions commencer par la question de comment est élu le président. Suffrage universel. Le président de la République est élu donc depuis le référendum du 28 octobre 1962 est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que tous les citoyens inscrits sur la liste électorale votent et élisent le président de la République. Donc la première élection a eu lieu en 1965 et le premier président de la République élu au suffrage universel direct, c'est le général de Gaulle. Des lois, je pense pas, mais vu qu'il s'est engagé, il a été élu avec des engagements, il est obligé de les faire. Alors, il n'y a pas de sanctions, si ce n'est éventuellement de ne pas être réélu aux élections suivantes. Hein. En même temps, il ne faut pas oublier que celui qui fait ses promesses, c'est un candidat. Et qu'une fois que ce candidat a été élu, ce n'est plus un candidat, c'est un président de la République.
donc qui n'est pas nécessairement, qui peut être moralement engagé par ses promesses, mais qui n'est pas institutionnellement engagé par rapport à ses promesses. Seul, je sais pas s'il a beaucoup tant de pouvoir que ça en fait. C'est pas le seul qui décide. Il va loin, mais il fait rien. Alors, le président de la République dirige, incarne et il garantit l'État et les institutions. Alors, il faut distinguer deux types de pouvoirs, hein, des pouvoirs directs et des pouvoirs à contre-seing. Les pouvoirs à contre-seing sont des pouvoirs qui l'obligent, d'une certaine manière, à faire contresigner ses décisions par le Premier ministre, ou par le Premier ministre. Les pouvoirs directs sont, parmi ces pouvoirs directs, hein, sans aller jusqu'à l'article 16 qui lui donne des pouvoirs très particuliers, les pouvoirs de crise, le président de la République peut nommer de lui-même 3 membres du Conseil constitutionnel. Il est également dépositaire, ça fait un peu peur, mais du feu nucléaire. Il va dans les 20 ou 30 000 quelque chose. J'en ai aucune idée. D'accord. Le président de la République touche, donc il a un certain nombre de revenus, hein, qui sont des revenus qu'on pourrait qualifier de salaire, qui sont aux alentours de 15 000 euros brut, donc 12 000 euros. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système où il y a une séparation des pouvoirs. Donc le président de la République est jugé irresponsable devant le Parlement, c'est-à-dire que, sauf manquement grave à ses responsabilités liées à sa fonction, il ne peut pas être destitué par le Parlement. De même, il ne peut pas aller au Parlement. Il n'a le droit, par exemple, de ne s'adresser qu'au Congrès, par l'intermédiaire de messages. Qui est grâce au Parlement. Après, c'est le Parlement qui vote les lois. Alors, le président n'a pas le pouvoir d'instaurer des lois tout seul. Donc ça fait partie des pouvoirs de contre-seing. Ils doivent être discutés avec le gouvernement. Donc il y a plusieurs moyens de faire des lois. Alors là, on ne parlera pas, s'il s'agit de décisions prises de lois prises par le gouvernement, on parlera d'ordonnances plus que de lois. Mais une fois encore, ce n'est pas le président tout seul qui peut fabriquer et imposer une loi. Par contre, sa signature est indispensable pour que cette loi soit appliquée. Mais il a tous les pouvoirs en cas d'urgence, quasiment tous, y compris celui d'appuyer sur le bouton. Alors, ces pouvoirs donc, lui ont été accordés, donc c'est ce qu'on appelle les pouvoirs de crise, hein, qui sont liés à l'article 16 de la Constitution, qui a une histoire, hein, qu'il faudrait recontextualiser, hein, qu'il ne faut pas oublier que cette 5e République a été promue par un président, le général de Gaulle, qui avait de mauvais souvenirs de juin 40. Donc c'est des pouvoirs qui sont normalement là pour garantir la permanence, la pérennité du pouvoir. D'accord, eh bien merci beaucoup. Merci Raphaël. Pendant les vacances de février, les jeunes couples ont pu se retrouver pour célébrer l'amour lors de la Saint-Valentin. Mais les adolescents l'affectent-ils vraiment? Quelle importance y apportent-ils? Et que se passe-t-il dans la tête d'un ado amoureux? Un reportage d'Anouk et Samcha. Mais je comprends pas le concept en fait de la Saint-Valentin. Pourquoi Saint-Valentin? Pourquoi Valentin? Pourquoi pas Valentine? Pourquoi pas... Oh, je sais pas. C'est trop chelou. Pendant l'Antiquité, l'empereur romain Claude II a interdit et annulé toute fiançailles pour pousser les hommes à aller à la guerre. 3 papes du nom de Valentin mariaient les gens en secret pour faire triompher l'amour. Nous avons recueilli les différents avis et expériences de quelques adolescents. Ambre, une célibataire. Une jeune fille anonyme en couple depuis 1 an. Younes, célibataire. Une adolescente en couple depuis peu. Et enfin, Anan, célibataire. Je sais pas, c'est peut-être pour les amoureux, mais je connais pas trop quoi. Non, parce que c'est pas une fête que je trouve importante. Non, je l'ai pas fêté cette année. Il était pas là. Oui, tout le temps. Non, parce que je suis célibataire. Non, franchement, je m'intéresse pas trop à ça. Ça me... Pas tellement.
Pas forcément parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le 14 février pour prouver l'amour à quelqu'un. Oui, parce que ça permet aux couples de se retrouver puis d'avoir des moments entre eux. C'est une journée normale, on fait rien de spécial. Ben rien. Le soir du 14 février, déjà, je suis rentrée au foyer. Et ce jour, j'ai dit à mon copain que j'étais prête à être avec lui parce qu'au bout de 3 ans, je lui avais pas donné de réponse. Non, pas trop. Enfin, mes parents s'offrent rien. Non, franchement, c'est pas très important, quoi. Oui, ma mère, elle a reçu des fleurs. On s'est rencontrés lors d'une fête. On s'est rencontrés à Jean Jaurès un jour. Et là, il m'a interpellée, je l'ai insulté. Il m'a traité d'impoli et tout. En plein Jean Jaurès, je lui ai lancé des paroles et tout. Et après, il est parti. Et sur Messenger, il m'a ajouté. Sur Facebook, il m'a ajouté. Il m'a dit t'es mignonne. J'apprécie les filles avec ce caractère et tout. J'aime son attention, son ambition. Il me donne l'envie d'aller en cours, il me donne l'envie de sourire, il me donne l'envie de tout faire. C'est un peu un pilier, quoi. Pour la Saint-Valentin, non. Mais après, oui, puisque ça faisait 1 an que j'étais avec lui, du coup, je lui ai acheté un cadeau. Tous les jours, je lui offre des cadeaux. Oui, dans les magasins, les affiches, il y en a toutes les sauces. D'un certain point de vue, oui, parce que ça incite à acheter des présents ou quoi que ce soit pour celles qui partagent notre vie. Oui, je pense, parce que c'est pas... on n'a pas besoin d'une fête pour prouver qu'on aime pas la personne. Je dirais pas que c'est une fête commerciale. Et je dirais pas aussi que ça l'est pas, ça va des deux côtés. Oui, comme les couples achètent des cadeaux, et bien ça permet au magasin de se faire de l'argent. Ça dépend, j'aime bien le faire avec ma famille, je m'en fous. Ça va, je le fais comme ça. Oui, pour ressentir l'émotion. C'est vrai que c'est cool quand même d'être avec quelqu'un, pas que pour cette occasion, mais pour d'autres. Nous sommes allés à la rencontre de Laura Cachia, psychologue, afin de décrypter le rapport à l'amour des adolescents. À l'adolescence, l'état amoureux est vécu de façon très passionnelle, avec beaucoup d'intensité. Ce qui est spécifique vraiment aux adolescents, c'est que les choses, elles ne se fixent pas, elles sont toujours en mouvement. Mais ça a quand même un avantage, cette intensité dans l'émotion, parce que ça permet que se mettent en place aussi les étapes pour permettre de bien grandir et de mûrir. Donc l'amour est quelque chose de très important pour les adolescents. Ça permet aussi de se séparer encore un peu plus des parents dans le processus d'autonomisation. Les ruptures chez les adolescents, comme ça devrait être aussi pour les adultes, ne doivent pas être vécues comme un manque de chance ou comme une maladie, mais au contraire, comme une étape utile et structurante. L'adolescent a l'impression d'avoir tout perdu et que jamais il ne pourra s'en remettre. Donc les étapes en général d'une rupture, c'est d'abord l'adolescent ne va pas y croire, il y a une forme de déni de la fin. La deuxième étape, c'est la tristesse. Et enfin, la troisième étape, c'est quand on s'ouvre à nouveau au monde extérieur et que on est prêt à tomber amoureux à nouveau. Non. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que ce soit les histoires d'amour ou les ruptures, ce sont des étapes normales et même essentielles pour se structurer et bien grandir. Malgré ce que l'on peut penser, l'amour chez les jeunes est aussi important que chez les adultes. La Saint-Valentin est ancrée dans les traditions, mais elle n'est pas capitale dans une relation. Merci de votre attention. Et rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir.